Il faut rappeler que, au fond, au moins depuis le XVe siècle, depuis que le Portugal nous a emmenés sur les océans et a été suivi par l'Espagne et par d'autres pays, disons, la mondialisation n'a cessé de s'approfondir. La mondialisation n'a cessé de s'élargir. Et notamment, elle s'est élargie en incluant de plus en plus de pays, en incluant de plus en plus de peuples, et elle a cessé de s'approfondir en couvrant de plus en plus de domaines. Et je dirais, la première mondialisation, elle l'a montré notamment avec la circulation des microbes et des virus, puisque dès le XVIe siècle, les microbes et les virus commencent à circuler activement. Donc, ces phases de mondialisation sont toujours données lieu à une alternance. C'est-à-dire depuis le XVIe siècle, il y a des alternances de poussées de mondialisation et des coups d'arrêt et des reculs. Or, nous avons vécu une formidable poussée de mondialisation, probablement la plus forte poussée de mondialisation, disons, depuis les dernières décennies du XXe siècle, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. Et nous sommes en train de vivre un coup d'arrêt ou un recul. Je vous rappelle, j'avais dit la dernière fois, il y a 4 chiffres qui me paraissent importants. 4 chiffres importants. Je suis né en 1943. Il y avait à l'époque 2,5 milliards d'êtres humains. Enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a 2,5 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, nous sommes donc en 2020, il y a environ 8 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire que la population de la planète a été multipliée par 3. C'est une augmentation phénoménale. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu de telles augmentations. Mais ces 2 chiffres de la démographie doivent être combinés, je vous l'avais expliqué, avec 2 autres chiffres qui sont les chiffres de la capacité à produire de la richesse. Disons que entre 1945 et aujourd'hui, la capacité de produire la richesse a été multipliée peut-être par 6 à 8. C'est-à-dire qu'au moment où la population humaine augmentait de 3, la capacité à produire la richesse a été multipliée par 6 ou 8. Alors, je laisse de côté la crise actuelle. Évidemment, tous les chiffres que je donne sont donnés avant le choc du coronavirus. Mais voyez le choc que ça représente. Et nous sommes en train d'entrer dans un moment de reflux. Et depuis les années 2000, les signaux rouges, les signaux inquiétants se sont multipliés. Le premier signal, je vous le rappelle, enfin, l'un des premiers signaux, pas le premier signal, l'un des premiers signaux, c'est 2001, l'attentat du 11 septembre. Et je vous rappelle que cette année 2001, elle est marquée par 2 événements formidables. Ils sont d'un côté, bien sûr, les attentats du 11 septembre, on voit toujours, mais il y a un autre signal qu'on nous dit d'ouvrir, de voir, c'est l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est-à-dire que la Chine s'installe dans le paysage économique mondial. Bon, les exemples, je pourrais les multiplier. Je vous rappelle la crise financière de 2007-2008, et je vous rappelle évidemment les printemps arabes des années 2010. Enfin, il y a bien sûr le choc du coronavirus. Ça veut dire que le choc du coronavirus n'est qu'un choc parmi d'autres. Est-ce que c'est le choc le plus important? Oui, c'est un choc extrêmement spectaculaire. Aujourd'hui, il est très difficile de dire si c'est le choc le plus important. C'est vrai que c'est un choc considérable, mais il ne peut pas être séparé des autres chocs. D'ailleurs, vous savez, le choc du coronavirus, il est le produit de la mondialisation. Il est le produit de la multiplication des circulations. Si les êtres humains n'étaient pas aussi nombreux et ne circulaient pas autant, et ne voyageaient pas autant, jamais l'épidémie de coronavirus n'aurait pris autant d'ampleur. Vous voyez ce phénomène choc, et ce phénomène de choc en retour. Pour terminer sur cette première partie, qui montre le tableau d'ensemble, donc d'un côté une poussée de mondialisation, une réaction formidable contre la mondialisation, et parmi les réactions formidables contre la mondialisation, bien sûr, il y a les poussées populistes. Les poussées populistes sont un des signes de ce rejet de la mondialisation. Mais je pourrais les analyser plus longuement, mais les poussées populistes ne sont qu'un signe parmi d'autres. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce choc de la mondialisation, ce choc en retour contre la mondialisation, ne font pas disparaître les vieux conflits. C'est-à-dire que nous sommes à la fois confrontés à des défis nouveaux, à des problèmes nouveaux, comme la gestion des pandémies, mais en même temps, les vieux conflits, ils sont toujours là. Je vais vous prendre un exemple. Demain, une guerre entre la Chine et les États-Unis peut avoir lieu. Demain, une guerre entre la Chine et les États-Unis peut avoir lieu. Comme vous regardez l'évolution du Moyen-Orient, l'évolution du Moyen-Orient est extrêmement inquiétante de ce point de vue-là. On voit bien que les risques de conflit sont énormes. Donc,
vous voyez, ce tableau, il est très perturbant, il est très inquiétant, mais c'est vrai que nous changeons de monde. Et pourquoi nous changeons de monde? Parce que nous sentons quelque chose qui est à bout de souffle. Hein. On le voit dans les réactions des individus, dans les comportements, il y a quelque chose qui est à bout de souffle. Alors, je vais essayer, après cette toile de fond, je voudrais dans une deuxième partie vous montrer au fond les défis, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y en a au moins 5 défis. Le premier défi, et ce sont toujours, je vais vous montrer des pôles qui sont en contradiction les uns avec les autres. Le premier défi, c'est le défi du développement économique et de l'environnement. Comment l'humanité va-t-elle pouvoir continuer à garder un rythme de développement économique, ou au moins de modernisation économique, et gérer les problèmes d'environnement? On me dirait, mais certains pourraient dire, la réponse est évidemment la décroissance. Il faut décroître. Ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que l'homme ne revient jamais en arrière. Il n'y a jamais de retour en arrière. Cher Paolo Chavez, tu aimerais peut-être être à nouveau un enfant. Tu aimerais bien être un enfant, être l'enfant que tu as été. Ben, tu ne seras plus un enfant. Moi, j'aimerais aussi revenir le jeune homme que j'étais il y a 50 ans. Eh ben non, je ne serai plus le jeune homme que j'étais il y a pas 50 ans, il y a 60 ans. Donc, tu vois, il y a une irréversibilité du temps qui fait que nous ne reviendrons pas en arrière. Mais pour terminer, le premier défi, c'est comment l'humanité va-t-elle concilier le maintien d'un certain développement économique? On voit bien que la contraction des PNB provoque une véritable panique en ce moment, une véritable panique. Hein. Et la prise en compte des défis de l'environnement. Vous me direz, pour terminer sur ce point, quel est l'instrument clé? L'instrument clé, c'est pas les réglementations. C'est pas les réglementations. L'instrument clé, c'est le progrès scientifique et technique. L'homme ne pourra résoudre ce problème de concilier développement économique et environnement que s'il trouve des solutions scientifiques et techniques. Et j'en avais parlé, non peut-être pas dans cette enceinte, mais je crois que l'un des défis fondamentaux de ce point de vue-là, c'est le défi de la révolution énergétique. Il y aura une révolution énergétique. Je le répète, il y aura une révolution énergétique. Comme à la fin du XVIIIe siècle, la révolution des hydrocarbures, eh bien, il y aura une autre révolution, peut-être la révolution de l'hydrogène, que je sais, mais il y aura une autre. Donc, le premier défi, c'est cette tension formidable entre développement économique et environnement. Et à nouveau, malgré tout, là aussi, ne soyons pas trop pessimistes, l'homme a quand même un outil formidable qui est le progrès scientifique et technique. Prenez un exemple, je vais vous donner un exemple. Vous savez que l'un des grands problèmes d'environnement, c'est l'accumulation des stocks de plastique. Vous savez que, notamment, il y a cette espèce de masse énorme de plastique dans certaines zones océaniques. Il y a ces masses énormes de plastique. Eh bien, aujourd'hui, il y a des hommes qui travaillent pour trouver des enzymes qui vont manger le plastique. Et un jour, il y aura des hommes qui trouveront des moyens de faire manger le plastique par des enzymes. Ou par autre chose, j'en sais rien. Bon. Premier défi, donc le défi développement environnement. Le deuxième grand défi, c'est bien évidemment le défi du travail. N'oublions pas que pour nous tous, le travail est notre premier mode d'insertion sociale. Un homme sans travail a un morceau d'identité. Il a une identité, j'y reviendrai, mais il a un morceau d'identité. L'une des clés de notre vie, c'est le travail. C'est-à-dire le travail nous insère dans la société, le travail nous donne une vie sociale, et là, il y a un véritable problème. Là aussi, quand on dit on va faire travailler les gens virtuellement, vous savez très bien que rien ne remplace un contact physique. Pour beaucoup de gens, la vie de bureau, c'est leur vie sociale. À beaucoup de gens, leur vie de bureau, ils n'ont plus de vie sociale. Hein. Il faut en être conscient. Donc, cette question de l'organisation du travail, de l'organisation de l'emploi, et donc là aussi, ça exige une machine économique extrêmement efficace pour créer suffisamment d'emplois. En même temps, vous avez cette tension énorme entre les développements de la machine, le développement de la technique, qui n'arrête pas de supprimer des emplois. Voilà, le problème de la technique, c'est de supprimer constamment, de détruire des emplois et de donner notamment aux machines les emplois les plus ingrats. N'oubliez pas que les machines que nous utilisons aujourd'hui, Polo, les machines que tu lis chez toi, ta machine à laver le linge, ta machine à laver la vaisselle, là, ça représente des centaines d'esclaves, des centaines d'esclaves.
on a fait des calculs assez extraordinaires qui fait que les moyens techniques, avec ta voiture, avec ta machine à laver le linge, ta machine à laver la vaisselle, enfin, ouais, toutes ces machines, ce sont autant d'esclaves, enfin, d'esclaves mécaniques que vous vous rendez compte, la libération. Bon. Donc, il faut penser ce problème du travail, de l'emploi, comment on va faire. C'est le deuxième défi. Premier défi, développement économique, environnement. Deuxième défi, emploi, travail et organisation du travail au sens plus large. Le troisième défi, c'est le rapport homme-femme. Nous vivons là, parmi les révolutions que je n'ai pas mentionnées, il y a une véritable révolution des hommes du rapport homme-femme. C'est une révolution fondamentale. Vous la vivez tous, nous la vivons tous. Ça veut dire que les femmes, grosso modo, je schématise beaucoup, hein, je m'excuse pour les dames qui sont ici, je vais schématiser beaucoup, j'espère ne pas trop les choquer. Donc, la femme était cantonnée au foyer, aux tâches ménagères. Maintenant, les femmes veulent leur place dans une activité professionnelle. L'égalité, ça veut dire pas seulement l'égalité des droits, ça veut dire l'égalité d'accès aux fonctions professionnelles, à la carrière professionnelle. Ça veut dire une femme doit pouvoir choisir sa vie aussi librement qu'un homme, aussi également qu'un homme. Je ne dis pas que les hommes choisissent leur vie librement et aussi facilement que ça. C'est pas ce que je veux dire, mais on voit bien qu'il y a, sinon une guerre, du moins un bras de fer extrêmement dur entre hommes et femmes. Et les femmes veulent leur place dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Il y a une zone du monde qui est passionnante à étudier, mais terrifiante. Alors, il y a une zone du monde qui est passionnante à étudier, mais terrifiante, c'est le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, quand vous allez, disons, en Égypte, en Arabie Saoudite, vous avez des phénomènes de régression à l'encontre des femmes phénoménales. En Égypte, il y a une régression contre les femmes terrible. C'est-à-dire que dans l'Égypte des années 50, une femme ne portait pas le voile. Le voile, c'était un truc démodé de vieille femme. Maintenant, la majorité des femmes portent le voile en Égypte. Alors, vous me direz, je surévalue peut-être la question du voile, hein, mais il y a un vrai problème. Si vous voulez, là aussi, on voit bien que ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que mondialisation, démondialisation, c'est la même chose. C'est que chaque force mondialisatrice appelle un choc en retour de démondialisation. Et là, on voit bien que le rapport homme-femme va être un défi fondamental parce que la clé, c'est toujours la même, la création d'emplois. Il faut des emplois pour tout le monde. Donc, il va falloir que les hommes fassent de la place pour les femmes ou que la machine économique crée beaucoup d'emplois pour faire des emplois pour les femmes. Vous voyez, le problème, il est fondamental. Voilà. C'est le troisième défi. Donc, développement économique, environnement, travail, enfin, organisation du travail. Troisième défi, hommes et femmes. Quatrième défi qui est très important, c'est au fond l'équilibre entre la vie de travail et la vie hors du travail. Là aussi, l'allongement de la durée de vie. L'allongement de la durée de vie bouleverse tout. Attendez, le vieillissement des sociétés, n'oubliez pas que nous allons vivre maintenant, les centenaires sont de plus en plus nombreux. Donc, on va arriver à des gens qui vivront 100 ans. Maintenant, quand quelqu'un dépasse la centaine d'années, je pense que vous tous, autour de vous, vous avez des personnes qui vivent plus de 100 ans. Hein. Alors, pas beaucoup plus, mais c'est clair qu'il y a une révolution médicale. Moi, attendez, à mon âge, j'ai 77 ans, je peux vous dire que la révolution médicale, je la sens. Mon pauvre père, dans les années 70, mon pauvre père, toutes les opérations que j'ai subies, mon père ne pouvait pas les subir dans les années 70. Elles étaient trop compliquées, trop lourdes et trop difficiles. Là, comme l'a dit, je crois, Stéphane, changer un genou, changer une hanche, c'est devenu de la routine. Donc, vous voyez, la révolution médicale fait que l'allongement de la durée de la vie va inévitablement bouleverser l'organisation du travail. On peut pas, les gens ne peuvent pas avoir des vies qui vont se réduire, où la vie professionnelle se réduit à 30 ans d'activité et 70 ans à ne rien faire. Je pose des questions. Hein. Je pose des questions. Je ne donnerai pas de solution. Je ne veux pas donner de solution, je n'en ai pas. Mais il faut poser ces questions. Donc, développement économique et environnement, organisation du travail, rapport, relation homme-femme. Quatrièmement, disons, quel équilibre entre la vie de travail et la vie hors travail. Et puis, je voudrais trouver la dernière question, le dernier défi, c'est quelle régulation, quelle norme.
Attendez, j'en reviens sur un exemple. N'oubliez pas que, au fond, nous sommes dans un monde, n'oubliez pas que nos ancêtres vivaient dans un monde de rareté. Tout était rare. La nourriture était rare. Les vêtements étaient rares. Le luxe était rare. Nous sommes entrés dans un monde de surabondance, Regardez, et maintenant, la dernière surabondance que nous avons, et je ne sais pas ce que ça va donner, c'est la surabondance de l'argent, la surabondance de l'argent. Je ne résiste pas à vous montrer la couverture. Alors, je ne sais pas si on la voit, la couverture, tiens, si, regardez la dernière couverture. Regardez. Vous avez vu, vous voyez, ce sont une machine qui est en fait l'État qui déverse de l'argent comme ça à terre largo. Attendez, regardez, on vous trouve 500 milliards comme ça. On se réunit à Bruxelles pendant 4 jours et puis tout d'un coup on trouve 500 milliards et il n'y a aucun problème, on les trouve et il n'y a pas de conséquences. Donc là aussi, n'oubliez pas que dans ces périodes révolutionnaires, et nous vivons une période révolutionnaire, les hommes se persuadent que les lois de l'histoire ne s'appliquent plus. Au fond, nous pouvons inonder le monde d'argent et ne pas avoir d'inflation. Nous pouvons donner à tout le monde de l'argent sans qu'il y ait de problème. Moi, vous allez trouver un vieux réactionnaire, je dis non, il y a les lois de l'histoire et quand on ne prend pas en considération cette réalité, elle vous saute à la gueule. Elle vous saute à la gueule. Il n'est pas impossible que tout ça nous pète à la gueule. Donc, voilà ces 5 défis extrêmement lourds. Hein. D'ailleurs, je me garde bien de donner des solutions, mais ce sont ces 5 défis, donc vous voyez que nous sommes entrés dans une période sacrément turbulente. Bon. Alors, après la toile de fond, après les défis, je voudrais dans une dernière partie évoquer au fond les acteurs. Quelles sont les parties prenantes et qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Au fond, aujourd'hui, il y a 2 grands types d'acteurs. Enfin, il y a un acteur d'un côté et puis il y a des acteurs de l'autre. Il y a d'un côté un acteur qui est très particulier, qui est l'État. L'État, la France, le Portugal, même, peut-être sortir certains d'entre vous, même l'Union européenne est un quasi-État. Qu'est-ce qui définit un État? C'est une entité enracinée dans un territoire qui a des pouvoirs très particuliers. Paulo, tu es portugais, Paulo? Oui, oui. Bon, moi, je suis français. Né à Lisbonne. Tu existes, attends, Paulo, tu existes juridiquement d'abord parce que tu es portugais. Le jour où tu n'es plus portugais, tu perds ton identité fondamentale. Comme moi, le jour où je ne suis plus français, si moi je prends une autre nationalité, hein, mais si vous voulez, nous sommes l'État, si vous voulez, tout notre système social, politique est construit autour de cet État souverain. Hein, de cet État. Attendez, je n'ai pas parlé d'État-nation, hein, j'ai parlé de l'État. Hein. Je ne veux pas parler d'État-nation parce que c'est très compliqué, mais j'en parle. Mais donc, mais le propre de l'État, à la différence des autres acteurs sociaux dont je vais parler, le propre de l'État, c'est qu'il est soudé à un territoire. Le Portugal, il n'existe pas en dehors de son territoire. La France n'existe pas en dehors de son territoire. Les États-Unis n'existent pas en dehors de son territoire. Vous voyez, l'État est le seul acteur sédentaire. C'est-à-dire qu'il a à la fois un atout et un handicap fondamental qui est son territoire. Parce que, prends un exemple, une entreprise aujourd'hui, elle est mobile, mais si elle veut investir, il faut qu'elle choisisse un territoire. Donc l'État, le territoire de l'État, c'est son grand atout et c'est ce grand moyen qu'il peut marchander avec les autres. De même, il peut aussi marchander ses nationaux, tous ceux qu'on a. Donc, d'un côté, il y a cet État. Et comme vous l'avez vu, l'État, dans la crise du coronavirus, a pris un poids considérable. Pourquoi? Parce qu'il a, du fait de cet enracinement territorial, du fait de cette souveraineté, du fait de ses pouvoirs, ça lui permet d'avoir un accès au marché, notamment, ces États ont pu emprunter massivement comme aucun autre acteur n'aurait pu le faire. Et puis à côté de ces États, il y a d'autres acteurs. On va me dire lesquels? Les entreprises, les petites ou les grandes entreprises. Il y a également les individus. Nous tous sommes des acteurs. Eh bien, Paulo, c'est un acteur. Jean-Marc est aussi un acteur. Moi aussi, je suis un acteur. Oui, tu vois, on est tous des acteurs. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a un très grand nombre d'acteurs extrêmement divers, puisqu'il y a à la fois des individus, des entreprises, des syndicats. On pourrait multiplier la liste des acteurs.
Mais le problème de ces acteurs, c'est qu'eux, ils n'ont pas de territoire. Même si, même ceux qui sont propriétaires de leur appartement n'est pas leur territoire. Leur appartement n'a pas ce statut de souveraineté que leur territoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un jeu extrêmement fort entre l'État, entité sédentaire, ou la seule grande entité sédentaire, et tous ces acteurs nomades, qui à la fois veulent échapper à l'État, veulent en profiter, veulent s'en servir. Prenez le rapport aujourd'hui entre les États et les entreprises, il est très intéressant. D'un côté, les entreprises, elles ont envie de dire aux États, écoutez, vous êtes bien gentils, vous les États, mais je peux choisir mes lieux d'investissement. Si j'ai envie d'investir en France, j'investis en France. Si j'ai envie d'investir en Russie, j'investis en Russie. Et elles disposent d'une sorte de pouvoir de marchandage. Néanmoins, elles se trouvent face à cette réalité qu'il faudra qu'à un moment donné, elles s'implantent sur un territoire. Donc, ce que je voudrais montrer, ce que je veux indiquer, c'est qu'il y a cette espèce de conflit, cette tension extrêmement forte entre d'un côté ces parties prenantes qui sont d'un côté les États qui ont un poids formidable et qui vont rester des acteurs énormes, et en même temps ces acteurs mobiles. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État est dans une position très difficile. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, la crise du coronavirus, au fond, la crise du coronavirus, les États ont joué aux apprentis sorciers. Les États ont joué aux apprentis sorciers. En empruntant, en jetant, comme on dit, vous savez, on a une expression un peu vulgaire, ils jettent l'argent par les fenêtres. Comment ça va se terminer? Vous savez, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que dans beaucoup d'époques de l'histoire, les gouvernants sont paumés. Dans beaucoup d'époques de l'histoire, les gouvernants sont paumés. Ils sont perdus. Ils ne savent pas où ils sont. Prenez à l'époque au XVIe siècle, à l'époque de la Réforme, prenez au XIXe siècle, à l'époque de la Révolution française, prenez dans l'entre-deux-guerres, il est fréquent que les gouvernants, ils sont pas plus. Polo, tu pourrais être un gouvernant si tu le voulais. Polo, tu pourrais être un gouvernant. Il faudrait que tu fasses une carrière politique, mais tu pourrais être un gouvernant. Stéphane pourrait être un gouvernant. Simplement, il faut faire une carrière politique. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que les hommes qui gouvernent, ce sont des hommes comme Paolo, alors je dis pas que Paolo est paumé, ça serait pas gentil que Paolo est perdu. Je dis simplement, il est un homme comme les autres, voilà. Comme moi, tu peux me dire aussi, il m'arrive d'être paumé. Bon. Donc, on voit bien ce jeu extrêmement compliqué. Alors, dans les acteurs, pour terminer, j'ai oublié de parler de quelque chose, parce que je ne veux pas être trop long. J'ai parlé des États, entités sédentaires, j'ai parlé de tous ces acteurs nomades, États, individus, entreprises, etc. Mais je voudrais terminer sur un phénomène fondamental. C'est que nous sommes dans un monde de plus en plus mondialisé. C'est-à-dire, mondialisé, c'est pas mondialisé. La mondialisation, il y a deux éléments dans la mondialisation. Il y a la multiplication des flux, des réseaux, des échanges, des circulations. C'est une dimension. Mais l'autre dimension, c'est la construction des bureaucraties internationales. Nous sommes dans un monde où les bureaucraties mondiales se sont multipliées. Et l'État n'est plus souverain. C'est bidon. L'État souverain, c'est bidon. L'État est tellement… Si vous voulez, si je veux définir l'État aujourd'hui, l'État, c'est un point de passage entre une population, un territoire, et des systèmes et des bureaucraties internationales. Ça veut dire que l'État est de plus en plus… Ce qui est une bonne nouvelle, d'ailleurs. Ça veut dire que les États sont de plus en plus encadrés. Regardez, attendez, monsieur Trump, ce cher Donald Trump que nous aimons tous, hein, ce cher Donald Trump que nous aimons tous, il retire les États-Unis de l'OMC. Donc il dit, je ne veux plus laisser les États-Unis dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale du commerce, pardon, de l'OMS, pardon. Il n'a quand même pas essayé l'OMC. Oui, ouais. Tu as raison. Non, je corrige. Monsieur Trump annonce le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, c'est OMC. Eh bien, il fait une connerie, il se tire une balle dans le pied. Parce que quand vous vous retirez d'une organisation internationale, vous perdez le droit à la parole. Et puis, à ce moment-là, l'OMS, elle va décider des tas de choses. L'OMS, elle va décider des tas de choses en matière de coronavirus, et les États-Unis seront mis de côté. Vous savez, c'est comme vous savez, les enfants qui ne veulent pas jouer. Vous savez, les enfants qui disent « je ne joue pas ». On est toujours perdant quand on ne joue pas. Il faut jouer, il faut accepter de jouer. Et donc, on voit que nous sommes, malgré tout, dans un monde où se constitue inexorablement une gouvernance mondiale. Nous sommes dans un monde où se constitue inexorablement une gouvernance planétaire. Est-ce que cette gouvernance planétaire va se matérialiser? Elle existe à l'état d'ébauche, à l'état. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Je n'en sais rien. Mais l'humanité
si l'humanité veut rester une espèce civilisée, si l'humanité veut rester une espèce libre, si l'humanité veut rester une espèce raisonnable et sérieuse, il faut qu'elle bâtisse une gouvernance de la Terre. Elle n'a pas d'autre choix. Elle y arrivera. Elle y arrivera. Est-ce qu'elle y arrivera sans catastrophe, sans guerre, sans désastre? Je suis sceptique. Hein. Mais à long terme, il faut être optimiste. Et vous voyez les défis que l'on a. Et au fond, l'humanité, elle est entre. Je reprends la. Vous savez, vous connaissez tous la phrase de Paul Valéry, de l'écrivain français Paul Valéry. Nous entrons dans l'ère du monde fini. Nous entrons dans l'ère du monde fini. C'est-à-dire que la Terre est totalement occupée, partagée, contrôlée par les hommes. Maintenant, l'homme occupe toute la Terre, il se la partage, il l'organise, il la quadrille par ses organisations. Maintenant, il faut qu'il arrive à y vivre. Il va falloir que ces milliards d'hommes ne s'entretuent pas les uns les autres. Et vous tous, vous avez tous vécu le confinement. Alors, vous savez très bien que les êtres humains, quand ils sont confinés, ils se bagarrent entre eux. Le confinement, c'est très difficile à vivre. Donc, l'homme, notre petite terre, notre toute petite terre, parce que c'est nous qui avons fait la terre toute petite. C'est nous qui avons fait la terre toute petite. La terre, elle est immense. C'est nous qui, par nos chemins de fer, nos avions, nos bateaux, nous avons fait la terre toute petite. Il faut que cette terre, nous ne la rendions pas invivable. Il faut que nous ne la rendions pas invivable. Mais ça va dépendre de la sagesse des hommes. De la sagesse des hommes. Alors, vous savez, les hommes qui peuvent être fous, ils peuvent être sages, on verra bien. De toute façon, je vais vous dire une chose, nous sommes condamnés à être optimistes. Nous sommes condamnés à être optimistes. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous sommes condamnés à être optimistes. Voilà, j'ai terminé. Je crois que j'ai plus le temps. Hein. Oui, c'était parfait, Philippe. Voilà. Parfait. Moi, je tiens à respecter les règles. Oui. C'est très important de respecter les règles. Très important. C'est le début de la civilisation. C'est le début de la civilisation. Voilà. Oui, c'est vrai. Et je vous remercie par cette excellente présentation. Moi aussi, je suis un optimiste. J'avais beaucoup de commentaires à faire, mais je veux juste voir si quelqu'un veut vous poser une question dans le groupe, en sachant que vous allez partir. 17h30. Je suis là jusqu'à 17h30. Vous faites comme vous voulez, je suis là encore quand même 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, ok. Donc on attend, mais il y a quelqu'un qui veut poser une question à Philippe? Moi, je veux bien me lancer, comme d'habitude. Ah, vous êtes le Corse, hein? Oui, c'est ça. Ah, le Corse. Ouais. Donc, j'étais avec vous en 99, là, on a bien rigolé. Il y avait aussi. Tant mieux. Si vous avez rigolé, c'est essentiel. Ah, voilà, mais moi je me souviens d'à peu près tout. Donc, je suis aussi, Philippe, le fondateur d'une boîte qui s'appelle Oscaro.com, que j'ai vendue l'année dernière. Créé cette entreprise qui fait 1000 personnes, qui était le leader européen des pièces automobiles sur Internet. Bravo. Ah oui, on en avait parlé. Mais oui, je me souviens très bien de vous. Oui, je me souviens très bien de vous maintenant. Oui, très bien. Je ne dis pas ça pour faire le fanfaron, mais juste parce que j'ai vendu Oscaro.com pièces auto pour monter une nouvelle société qui s'appelle Oscaro Power et qui s'occupe de l'énergie. Donc, l'un des premiers points. Vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait de changer de secteur. Donc, 99, c'était l'émergence de l'Internet avec les technologies qu'on pouvait adopter. Avec une ressource rare en Europe, c'est le financement qui est assez rare par rapport aux États-Unis. Et ma difficulté, c'est l'alignement des hommes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'orchestres philharmoniques dans les pays latins qui réussissent au niveau des autres. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ce que je fais, c'est Oscaro Power et je vends des panneaux solaires à tous les Français en do it yourself. Et on veut devenir un électricien, puis un opérateur de batterie et un opérateur complètement alternatif. Et donc, ma question est, pour développer un petit peu plus ce point autour de l'énergie et des technologies, parce que c'est quand même le premier point que tu as mentionné, Philippe. Et pour moi, c'est fondamental. Je pense qu'en tant qu'acteur, entrepreneur, j'ai beaucoup de choses et de rôles à jouer. Dans le monde aujourd'hui, j'ai 5 enfants, dont 2 avec Véronique d'ailleurs. Et je me considère comme un acteur important du devenir de l'humanité, modestement, si j'arrive à regrouper les technologies pour essayer de faire quelque chose dans le sens de ce qu'on vient de voir, donc, en étant de manière résolument optimiste. Et comment est-ce que tu vois moi, je vois une grande décentralisation de l'énergie, avec un accès aux technologies, batteries, réseaux, etc., qui va créer une révolution où on peut autonomiser les gens dans leur rapport à l'énergie.
Et puis, je vois que l'énergie va devenir un bien courant comme l'eau ou l'électricité. On aura un abonnement fixe comme le téléphone, quoi. Pierre, Et puis, en cas tu de peux dépassement. poser la question pour Oui, qu'on non, mais puisse continuer j'ai compris, dans le temps. j'ai plus compris le point de vue. Non, attends, je crois qu'il faut comprendre une chose. Moi, ce que me dit Pierre Noël est très intéressant, mais c'est pas, je ne peux pas répondre à sa question. Tu vois, la question qu'il répond, qu'il me pose, c'est au fond comment on va organiser la gestion de l'énergie dans l'avenir. Alors, il a Oui. plutôt de manière décentralisée. Moi, ce que je dis, c'est beaucoup plus modeste. Je dis que nous avons vécu, si vous, moi, je suis un historien de tempérament, pas de tempérament, de formation et de culture. Je sais que pendant des millénaires, l'homme a vécu sur le bois et l'eau. La source d'énergie essentielle, c'était le bois. Et dans ce jardin, l'eau. À Rome, on vivait du bois qu'on brûlait, etc. Or, on voit bien qu'au XVIe, XVIIe siècle, le bois commence à s'épuiser. Donc, les hommes vont chercher une autre source d'énergie. Ils vont tâtonner beaucoup. Ils vont d'abord trouver le charbon. Puis après avoir trouvé le charbon, ils ont trouvé le pétrole, etc. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'une révolution de l'énergie, ça s'étale sur au moins 1 ou 2 siècles, avec beaucoup d'erreurs et de tâtonnements. Alors, pour t'aider, mais là je réponds, pour moi, je crois que je ne suis pas sûr que notamment les batteries soient l'avenir. Est-ce que les batteries sont l'avenir? C'est pas sûr du tout. Hein. Moi, je sais que, il me semble que la grande piste qui va se développer, c'est l'hydrogène. Il va y avoir une révolution de l'hydrogène. Alors, il y a une autre source d'énergie qu'on ne mentionne pas beaucoup, mais qui va être fondamentale et qui rejoindrait l'idée de Pierre Noël. Hein, c'est l'énergie solaire. Est-ce qu'on va être capable de capter et de stocker l'énergie solaire? C'est vrai que si on arrive à capter l'énergie solaire, ça changerait tout. Donc, pour répondre à ta question, je crois que la révolution énergétique, elle est en cours, elle va se faire, mais attends, il va y avoir beaucoup de casse, hein. Il va y avoir beaucoup de casse. Imagine, c'est la fin du pétrole. Enfin, tous les pays pétroliers sont en train de s'effondrer. Hein. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, très bien. Mais c'est vrai que la question que tu me poses, je comprends. Mais j'ai envie de dire, Pierre Noël, ne sois pas déçu. Je ne suis pas compétent sur la question que tu poses. Non, mais j'ai parfaitement ma réponse. C'est qu'on est au début d'un changement de cycle énergétique et qu'on est tous paumés. Et ça me va très, très bien. Merci. Merci. Merci, Pierre Noël. Merci, Pierre. Si le questionnaire est content, je suis content aussi. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, ce que tu me confirmes, c'est qu'on est en train de sortir du pétrole. Oui. C'est évident. Merci.